Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, où l'on parle de phénomènes mystérieux, de créatures légendaires, de folklore et d'occultisme. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous se sont déjà demandé ce qui nous attend après la mort. Les religions proposent différentes réponses, mais cela reste une question de foi. L'être humain, lui, a toujours voulu percer ce mur de brume. Ulysse descend aux enfers, Dante traverse les cercles de l'enfer, et dans de nombreux contes populaires, le héros part sauver sa belle jusque dans le royaume des morts. Le 19e siècle, avec sa révolution technique, offre de nouveaux moyens d'entrevoir cet au-delà. Et l'un d'eux, c'est la photographie spirit, dont nous allons parler aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like et passons directement à notre histoire. Comme d'habitude, on va reprendre les choses d'un peu plus loin. Le 19e siècle a été un siècle de révolutions techniques qui ont littéralement bouleversé la vie des gens. L'apparition des chemins de fer a permis de se déplacer et de voyager rapidement. Les machines à vapeur, les usines et les manufactures ont permis de produire des biens plus vite et de meilleure qualité. L'électricité s'est répandue comme une merveille. Et dans les rues sont apparues les automobiles. Dans les studios, on pouvait désormais se faire tirer le portrait. Et l'on pourrait croire que la photographie n'a pas apporté une rupture technique aussi radicale que la machine à vapeur ou l'électricité. Pourtant, elle a bel et bien transformé la vision qu'avaient les gens du monde qui les entouraient. Aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer, mais à l'époque, on ne pouvait pas voir des gens, des événements ou des lieux sans y être physiquement confrontés. Les principaux moyens de conserver et transmettre l'information étaient le texte et le dessin, qui ne pouvaient jamais être vraiment fidèles à la réalité, puisqu'ils portaient toujours le regard de leur auteur. Et voilà que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il devenait possible d'être témoin d'un événement sans y assister en personne, ou de regarder en face quelqu'un qui, peut-être, n'était déjà plus de ce monde. L'impression laissée par l'apparition de la photographie fut si forte que les possibilités de cette nouvelle technologie parurent à beaucoup sans limite. Certains pensaient même que la photographie pourrait abolir la frontière entre les vivants et les morts. Et pas seulement de façon métaphorique, mais bien concrètement. Et en plus de cet incroyable progrès technique, le 19e siècle fut traversé par une vague d'intérêt phénoménal pour tout ce qui touchait au mystique. Comme des champignons après la pluie, on vit surgir des gourous à l'allure étrange, de mystérieux vieillards, des sociétés secrètes, des mouvements occultes, et tout ce qui touchait au mystérieux, au mystique et à l'occulte suscitait un engouement extraordinaire. Certains cherchaient Shambhala, d'autres Agartha, d'autres communiquaient par télépathie avec des maîtres spirituels. Et bien sûr, beaucoup, réunis dans des salons spirites, invoquaient les esprits et prétendaient pouvoir converser avec eux. Le spiritisme est ainsi devenu, sans doute, le mouvement occulte le plus populaire du 19e siècle. Les salons spirites et les médiums se trouvaient littéralement à chaque coin de rue. L'élite intellectuelle passait ses soirées réunies autour d'une table tournante. Une multitude de gens croyaient dur comme fer que les fantômes et les esprits existaient bel et bien et que l'on pouvait entrer en contact avec eux. C'est précisément à ce moment-là qu'apparaît la photographie spirit, qui connaît un succès particulier en Amérique, où venait tout juste de s'achever une sanglante guerre civile,
et où beaucoup souhaitaient renouer le contact avec leurs proches disparus. Par ailleurs, l'art photographique était déjà très développé aux États-Unis. Les studios photos y étaient peu nombreux et pour une somme relativement modeste, on pouvait obtenir des clichés de bonne qualité. Autrement dit, la photographie était accessible à toutes les classes sociales, et pas seulement aux classes moyennes et supérieures, comme c'était le cas en Europe. Mais venons-en à notre histoire. À Boston vivait alors une dame d'âge mûr, du nom de Anna Mumler, qui, suivant l'ère du temps, se proclama elle aussi médium et commença à organiser des séances spirites, atteignant même une certaine notoriété dans ce domaine. Son mari, William Mumler, chimiste amateur, avait appris la gravure sur argent pour gagner sa vie. Mais les affaires ne marchaient pas très bien. C'est alors qu'il se prit de passion pour la photographie, cette technique à la mode. De toute évidence, ce qui lui plaisait le plus, c'était qu'un bon cliché pouvait rapporter jusqu'à $1 entier, une somme considérable pour l'époque. Les Mumler ouvrent un studio photo à Boston, et un beau jour, William Mumler s'enferme dans son atelier pour s'exercer aux autoportraits, c'est-à-dire se photographier lui-même, afin de peaufiner sa technique. Il était absolument seul dans la pièce, et quelle ne fut pas sa surprise, en développant les clichés, de découvrir sur l'un d'eux, derrière lui, la silhouette d'une jeune femme dans laquelle il reconnut sa cousine, morte 12 ans plus tôt. Le photographe venait de capturer un fantôme. Du moins, c'est ce que son épouse, Anna Mumler, allait affirmer partout. Et la femme se met alors à répandre la nouvelle, où qu'elle le peut. Dans les séances spirites, lors de dîners mondains, si bien qu'en peu de temps, toute la bonne société de Boston est au courant de la sensation. Un photographe a réussi à photographier un fantôme. Le public accueillit la nouvelle avec un enthousiasme considérable. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, à l'ère de Photoshop et de l'intelligence artificielle, capable de créer n'importe quelle image, les photos de Mumler paraissent évidemment naïves. Mais à l'époque, pour le commun des mortels, le photographe était perçu comme une sorte d'alchimiste, capable de figer l'instant. Pour eux, c'était un véritable miracle. Et comme je le disais, l'atmosphère de l'époque était imprégnée de la conviction que les fantômes existaient et se trouvaient tout près de nous. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qu'on puisse les photographier. Bref, beaucoup y crurent. Mumler comprit qu'il fallait battre le fer tant qu'il était chaud, et plusieurs articles parurent dans les journaux de Boston au sujet de ce miraculeux événement, suivi, bien entendu, d'une publicité pour son studio photo. L'essor de Mumler survint justement au début de la guerre de Sécession. L'air était saturé de morts et de deuil, et Mumler y vit une formidable opportunité commerciale. Il ne travaillait pas seul. Sa femme, Hannah Mumler, y prenait une part très active. Pendant que Mumler s'occupait de l'aspect technique, son épouse jouait le rôle de médium et invoquait les âmes des proches défunts du client, les priant de se révéler sur la photographie. Un fait intéressant, c'est Madame Anna Mumler, qui était la photographe expérimentée, contrairement à Monsieur Mumler, qui n'était somme toute qu'un amateur. Ils s'étaient d'ailleurs rencontrés dans son studio photo, que Mumler avait loué pour ses expériences avec des produits chimiques. Beaucoup d'historiens estiment aujourd'hui que c'est bien Madame Hannah Mumler qui avait imaginé ce stratagème commercial, et que Monsieur Mumler n'était finalement qu'un pion dans son jeu. Quoi qu'il en soit,
les foules affluèrent vers le studio des Mumler, chacun rêvant de contempler la photo d'un frère, d'un mari ou d'un fils tombé au combat pendant la guerre civile. Monsieur Mumler photographiait désormais des fantômes par dizaines chaque jour, et ses services ne coûtaient plus $1, mais 10, soit environ $150 d'aujourd'hui. Le commerce de Mumler prospérait. Il gagna en autorité, en argent et en notoriété, grâce notamment à son talent pour le marketing. Il distribuait lui-même ses photographies dans les salons spirites, achetait activement de la publicité dans les journaux et surtout dans les revues consacrées à l'occultisme, alors extrêmement populaires. Ainsi, les nouvelles de ce photographe miraculeux se répandirent bien au-delà de Boston. Sur la plupart de ces clichés, les contours des fantômes étaient flous et il était pratiquement impossible d'en distinguer les traits. Les gens devaient donc faire appel à leur imagination. Mumler lui-même refusait toujours d'expliquer ses photographies, répondant simplement « Je suis moi-même surpris que mon appareil se mette à photographier des fantômes. Pourquoi m'ont-ils choisi, moi ?» Il prévenait également qu'il ne pouvait contrôler les esprits et ne garantissait donc pas la qualité du résultat. Parfois, la silhouette apparue sur le cliché ne correspondait absolument pas à ce que le client attendait. Par exemple, une mère brisée par le chagrin venait chercher la photo de son enfant disparu et découvrait sur l'image une vieille femme. Dans ce genre de cas, le photographe répondait mystérieux. Peut-être qu'un autre défunt a souhaité entrer en contact avec vous. Et le visiteur se rappelait alors, invariablement, qu'il avait effectivement eu une grand-mère, et ainsi de suite. La popularité du photographe devint absolument incroyable. Mais il y eut aussi des critiques. Un certain Phineas Barnum, célèbre à l'époque comme montreur de cirque et homme de spectacle, s'éleva contre lui. Ce critique affirmait que le photographe s'introduisait secrètement chez ses clients, y volait les portraits de leurs proches, puis, à l'aide d'un dispositif particulier, les insérait sur ces nouveaux clichés. Par ailleurs, William Mumler commença à commettre des erreurs. Il réalisa un jour un portrait où l'on voyait, derrière une femme, l'esprit de son frère tombé à la guerre. Mais lorsque ce frère revint miraculeusement chez lui, bien vivant, la société commença à se poser des questions. Et ce cas ne fut pas isolé. Un homme reçut un jour un cliché spirit sur lequel il reconnut sa propre épouse, alors même que celle-ci était en parfaite santé. Mieux encore, elle avait elle aussi jadis fréquenté le studio de Mumler. Visiblement, l'atmosphère autour du photographe commença à s'échauffer sérieusement à Boston, et la famille Mumler prit la décision de déménager à New York, où elle poursuivit néanmoins ses activités. En 1869, un correspondant du journal New York World, du nom de Hickey, publia un article consacré à la photographie spirit, et à Mumler en particulier, l'accusant d'abuser de la crédulité du public. Ce point de vue était partagé par de nombreux photographes qui estimaient que Mumler ne se contentait pas de duper les gens, mais sapait aussi la confiance dans la photographie en tant que moyen censé refléter fidèlement la réalité et dire la vérité. Comme l'ont écrit les auteurs d'un texte de l'époque, l'essor de la photographie spirit d'un côté et les voix mécontentes des sceptiques de l'autre marquèrent, au début des années 1870, le début d'une longue lutte entre la science et les séances spirites. Finalement, l'homme de spectacle évoqué plus haut, Barnum, porta plainte contre Mumler en avril 1869.
Ce fut un procès très médiatisé, qui dura 7 jours et fut largement couvert par la presse. Mümmler était accusé d'escroquer ses clients, ainsi que du fait que les esprits apparaissant sur ses photographies étaient méconnaissables, alors même que sa publicité promettait qu'on reconnaîtrait à coup sûr ses proches. Mümmler bénéficiait cependant du soutien d'une vaste communauté de spirites, ainsi que d'un public sympathisant, composé pour l'essentiel de personnes qui avaient reçu des photos de leurs proches défunts et refusaient de croire qu'il puisse s'agir d'une fraude. Le procès intenté par Barnum n'aboutit finalement à aucun résultat. Toutes les charges contre Mümmler furent abandonnées. Cela dit, il ne s'agissait pas pour autant d'une victoire totale pour Mümmler et son avocat. Leur ligne de défense principale consistait à reporter la responsabilité de lui-même vers les esprits. Le photographe soutenait qu'il n'était pas responsable de l'apparition de ces silhouettes et que si quelqu'un n'était pas satisfait du résultat, c'était sans doute que les esprits avaient voulu lui jouer un tour. La principale raison de son acquittement tenait au fait que personne n'était en mesure de dire exactement comment Mümmler réalisait ses photographies. Dans de nombreuses biographies, on peut lire qu'après le procès, Mümmler perdit toute crédibilité et mourut dans la misère. Mais ce n'est absolument pas le cas. En marketeur avisé, Mümmler utilisa au contraire ce procès comme une véritable tribune publicitaire. Et ce sont justement après ce procès gagné qu'il réalisa ses clichés les plus célèbres. Le sommet de sa carrière fut sans conteste le portrait de Mary Todd Lincoln, aux côtés de son défunt mari, le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln. Le cliché fut réalisé en 1872. La silhouette translucide de Lincoln se tient derrière Mary Todd, assise, la main posée sur son épaule. La veuve du président était une fervente adepte du spiritisme et du médiumnisme et affirmait elle-même pouvoir communiquer avec les esprits. Accablée par l'assassinat de son mari et la mort de ses 3 fils, Mary Todd Lincoln cherchait un réconfort dans l'idée de pouvoir renouer le lien avec ses proches disparus, comme s'ils étaient encore présents à ses côtés, et semblait prête à tout essayer, y compris la photographie spirit. À peu près à la même époque, Mümmler reçut la visite d'un célèbre publiciste et rédacteur, Moses Dow. Dow s'était pris de passion pour le spiritisme après la mort de sa jeune assistante, Mabel Warren, avec l'esprit de laquelle il communiquait par l'intermédiaire de médiums. Lors d'une des séances, Mabel lui aurait elle-même recommandé de rendre visite à Mümmler afin de se faire photographier ensemble en souvenir, allant même jusqu'à lui demander dans quelle robe elle devrait apparaître. La mode de la photographie spirit gagna ensuite l'Europe depuis l'Amérique, où elle resta populaire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, notamment au sein de l'élite intellectuelle. L'un de ses plus fervents partisans fut d'ailleurs le célèbre créateur de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, qui participa lui-même à ce genre de séances photographiques. Mais les sceptiques se firent de plus en plus nombreux, au point de donner naissance à un nouveau style, la photographie anti-spirit, qui tournait en dérision ceux qui croyaient aux fantômes. William Mümmler mourut le 16 mai 1884. Sa notice nécrologique évoquait sa contribution au développement de la photographie, tandis que l'affaire des photos de fantômes n'était mentionnée qu'en passant, dans une dernière ligne. Anna Mümmler mourut en 1912.
il est probable qu'après le procès, elle cessa de vivre avec son mari, bien que leur mariage n'ait jamais été dissous. Elle n'abandonna cependant jamais sa passion pour le mystique et se consacra ensuite à la guérison spirituelle. Quant aux photographies elles-mêmes, personne ne sait aujourd'hui encore avec certitude comment Mümmler les réalisait. La théorie la plus répandue est celle de la double exposition. Il aurait préparé à l'avance une image microscopique du fantôme, conservée sur une plaque de verre sensible, qu'il glissait ensuite à l'intérieur de l'appareil, près de l'objectif, pour projeter, à l'aide d'une petite lentille grossissante, cette ancienne image sur la plaque sensible, en même temps que le nouveau portrait du client. D'où venaient précisément les images de ces fantômes reste également incertain. Il est probable qu'il ait eu des complices, qu'il maquillait selon la commande du client, puis qu'il faisait bouger devant l'objectif afin que l'image soit la plus floue possible, rendant alors quasiment impossible la reconnaissance des traits d'un proche. On ne distingue plus qu'une silhouette, et c'est l'imagination qui prend le relais. Il existe aussi une autre hypothèse, la superposition de plusieurs négatifs lors du tirage, pour que les images se superposent l'une à l'autre. Une autre méthode encore consisterait simplement à réutiliser une plaque mal nettoyée après un usage précédent, si bien que la nouvelle photographie se révélait accompagnée des contours de l'ancienne. On pourrait croire qu'il s'agit là de l'histoire banale d'un simple charlatan. Mais alors, de quelle contribution à la photographie parle donc sa notice nécrologique? Il se trouve qu'au cours de ses expériences, Mümmler découvrit un procédé permettant de produire et d'imprimer des plaques photoélectriques aussi facilement que des gravures sur bois. Ce procédé est aujourd'hui connu sous le nom de procédé Mümmler. Autrement dit, cette découverte a permis d'imprimer des photographies sur du papier journal, si bien que les journaux et les magazines tels que nous les connaissons aujourd'hui doivent, en partie, quelque chose à ce photographe de fantôme. Et pour moi, cette histoire illustre bien comment même un charlatan, qui joue sur les sentiments de gens brisés par le chagrin, peut malgré tout faire avancer le progrès, même si l'on ne sait toujours pas exactement comment Mümmler réalisait ses photographies, et si peut-être il a réellement réussi à jeter, à travers son objectif, un regard vers l'au-delà. Mais cela, à chacun d'en juger. Ce que je sais avec certitude, en revanche, c'est que les photographies de Mümmler demeurent un témoignage fascinant de leur époque, de ses croyances et de ses mœurs. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Je les lis tous. N'oubliez pas de laisser un like sous cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.